Vous êtes bien devant LCI Direct. C'est un bras de fer sérieux qui s'engage entre la Russie, nous et Donald Trump sur les garanties de sécurité données à l'Ukraine. Donald Trump va encore plus loin. Selon les informations du Financial Times, les Américains seraient prêts à durcir ou enrichir leur offre de garanties de sécurité à l'Ukraine. Laura Pouget, vous nous avez rejoint. Sait-on lesquels ? Les États-Unis seraient prêts à fournir des moyens de renseignement, première garantie, et à participer à un bouclier de défense aérienne pour le pays, deuxième garantie. Vous voyez ici le titre du Financial Times. Ce sont 4 responsables européens et ukrainiens qui ont fourni ces informations au journal britannique. Voilà qui vient donc confirmer la porte ouverte par Donald Trump ces derniers temps, vous le savez, et encore une fois ce lundi dans le bureau ovale, face à un journaliste qui lui posait une question sur ces fameuses garanties de sécurité. Écoutez bien, ça partait mal, mais il y a bien une ouverture de Trump à la fin. On écoute. Vous ne savez pas ce qu'est une garantie de sécurité, car nous n'en avons pas encore discuté en détail, et nous verrons bien. Premièrement, l'Europe va leur donner d'importantes garanties de sécurité, mais nous serons impliqués en renfort. Nous allons les aider. Le Financial Times a-t-il obtenu ces détails que Trump n'avait pas ? Il révèle surtout que des réunions ont bien eu lieu ces derniers jours entre des chefs militaires américains et européens sur ce sujet des garanties de sécurité. Et que lors de ces réunions, les Américains auraient affirmé aux Européens qu'ils étaient prêts à jouer le rôle de facilitateurs stratégiques en leur fournissant le soutien de leurs avions, de leur logistique et de leurs radars au sol, ainsi qu'en appuyant le bouclier aérien qui serait mis en place par l'Europe sur l'Ukraine. Un soutien, Laura, mais on imagine que c'est un soutien conditionné. Vous imaginez bien. C'est écrit très clairement dans cet article du Financial Times. Vous allez voir, l'offre américaine dépend de l'engagement des capitales européennes à déployer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine. Autrement dit, tout dépend des avancées de la coalition des volontaires emmenée par le Royaume-Uni et la France qui doit organiser la présence militaire européenne sur le sol ukrainien pour l'après-guerre. La soi-disant coalition des volontaires, c'est ainsi que l'appelle le Financial Times. Il faut dire que ça n'avance pas tellement. Pour préparer ce papier, j'ai puisé dans mes fiches, Marie-Aline, pour regarder quel était le premier moment où je vous avais parlé de cette coalition des volontaires, au mois de mars dernier. C'était en mars dernier, alors qu'un sommet de cette fameuse coalition, regardez, se tenait à Paris, réunissant une trentaine de pays. Objectif évoqué à l'époque, finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix. Finaliser, oui, c'était écrit. Oui, donc je continue. Il faudrait évidemment que... Les garanties qu'on cherche toujours. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, les garanties... on devait finaliser en mars, mais on y est toujours. Les garanties, on ne les a pas noir sur blanc. Les mois passant, les réunions, vous l'avez vu, se sont succédées, mais les ambitions du départ ont semblé de plus en plus difficiles à concrétiser. Si le chiffre de 60 000 hommes avait circulé un temps, il est vite apparu qu'il ne serait déjà pas simple de mobiliser 20 000 hommes sur le terrain pour cette coalition des volontaires. Les Français et les Anglais étant les seuls à s'être vraiment engagés, les Allemands étant réticents, les Italiens opposés, les Polonais trop occupés à protéger leurs propres frontières. Et surtout, la plupart des pays se sentaient freinés par l'absence de garantie des États-Unis pour les couvrir. Le Financial Times esquisse désormais un plan pour la protection de l'Ukraine. Regardez, je l'ai fait mettre dans ce graphe. D'abord, dans cette infographie, d'abord en guise de première ligne, une zone démilitarisée, avec des patrouilles effectuées par un pays neutre sur lequel la Russie et l'Ukraine se seraient mis d'accord. En deuxième ligne, l'armée ukrainienne. Enfin, en troisième ligne, une force de dissuasion dirigée par l'Europe et donc la fameuse coalition des volontaires, avec des ressources américaines, voyez le drapeau, la soutenant à l'arrière. Faut-il encore que Poutine soit d'accord ? Et c'est un des derniers imbroglios de cette guerre. Souvenez-vous, lors de la réunion du 18 août à Washington, Donald Trump a affirmé aux Européens que Poutine était prêt à accepter des garanties de sécurité pour les Ukrainiens. Mais 2 jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, déclarait qu'il était utopique de discuter de ces garanties sans faire participer la Russie, ce qui n'est pas vraiment au programme, c'est le moins qu'on puisse dire, des Européens. Bref, difficile de savoir s'il y a vraiment des avancées. Version pessimiste, il y a la réponse du Pentagone au Financial Times, à savoir que les informations dévoilées sont prédécisionnelles, encore et seulement prédécisionnelles. Version optimiste, il y a ce qu'en retient Andriy Yermak, le plus proche conseiller de Volodymyr Zelensky, à savoir, je cite, que les États-Unis peuvent fournir l'épine dorsale qui fait fonctionner l'ensemble de l'architecture de sécurité.
Merci beaucoup pour ces informations, Laura, qui m'ont fait parfois perdre mon latin, parce qu'il y a tellement d'infos qui ont été démenties par le passé par Donald Trump qu'il faut suivre. Colonel, à la lumière de ce que nous a dit Laura, comment ce soutien américain pourrait se matérialiser ? Tout d'abord, on n'en sait rien, puisque, que je sache, après la déclaration de Trump a dit qu'il serait en support et en appui. D'ailleurs, il a dit la même chose, rappelons-nous, le 19 août, au moment de la sortie, après le traité, le sommet de Washington, où il a dit il aiderait. Il a dit très clairement également qu'il n'y aurait pas de troupes au sol américaines en Ukraine. C'est la seule chose qu'on ait, premier point. Deuxième point, les états-majors planifient, c'est leur métier. Donc ils planifient. Aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'il y a une guerre qui n'est pas terminée. Donc les deux belligérants, en tout cas un des deux, n'a pas donné son accord, et que je sache, la réunion bilatérale qui doit se tenir, je ne sais pas où, pour l'instant, elle est dans l'air du temps, mais on ne sait pas où, quand et où. Et il faut quand même que quelqu'un en parle. Il faut à un moment donné qu'il y ait des signatures, qu'il y ait un accord, parce qu'en fait, ces opérations, d'assurance de la paix ne pourront se mettre en place qu'au moment où on aura signé quelque chose. Donc on va planifier en attendant, dans la perspective de cette signature, où en fait les protagonistes seront d'accord sur les conditions. Donc c'est quoi la planification ? La planification, le président Macron l'a clairement dit dans l'avion. Il a dit il y aura un premier échelon constitué avec les forces ukrainiennes, massivement aidées, renforcées, équipées par nous, au passage. Donc on va acheter des matériels américains qu'on va leur donner massivement. Ça, c'est le deal non exprimé, mais qui est réel. C'est comme ça que Trump rentre dans la combine, parce qu'il dit okay, moi, vous allez acheter du matériel, et pour un gros paquet d'argent. Premier point. Le deuxième point, il y a une force de réassurance. Ça, c'est faible, parce qu'il y a deux États, très concrètement, qui ont dit qu'ils seraient capables de mettre des troupes au sol quelque part en Ukraine. C'est les Français et les Britanniques, mais au passage, les deux pays les plus endettés de l'Union européenne, qui ont plein de problèmes, etc. Donc, c'est pas gagné, sachant que les autres pays volontaires seraient les Néerlandais et les Danois, et accessoirement les pays baltes. Donc, on n'est pas sur de la masse. C'est pour ça que le chiffre de 20 000 hommes que Laura a évoqué est assez juste. Ça veut dire qu'en fait, les Européens, les Français pourraient mettre en gros 10 000 hommes, et les Britanniques pourraient mettre en gros 10 000 hommes. La force, rappelez-vous, la force française à terre possible, elle est en gros de 7 brigades. Une brigade, c'est 8 000 hommes. Faites le total, on est une force combattante de 50 000 hommes. Donc on pourrait mettre 10 000. Je pense que si on veut assurer le commandement, parce qu'il y a aussi un problème de commandement qui n'est pas dit, même si les Américains, mais les Français vont essayer de commander ce truc-là. Donc il faudra mettre 20 000 hommes. Donc vous voyez, on est sur un modèle comme ça. Après, il y aura de l'armée de l'air, un peu de marine, etc. Ce qui fait qu'on est en train de planifier. Puis il y aura un troisième niveau. C'est votre question. Malheureusement, j'étais un petit peu long pour y répondre, parce qu'il fallait que j'introduise la partie initiale, parce que en fait, c'est comme une fusée, c'est la dernière étage de la fusée, et rien ne peut fonctionner si les Américains ne sont pas là. Pourquoi ? Parce que c'est qu'on les avions de transport, les Galaxies qui transportent combien de centaines d'hommes, les moyens de transport, les moyens logiques, et puis l'ISR, le renseignement et tout ce qui est renseignement technologique. On n'en a pas, les Européens n'en ont pas. Et ça, il n'y a que eux qui l'ont. Donc en fait, c'est eux qui vont assurer cette espèce de backbone, comme on dit, cette espèce de colonne vertébrale qui va se mettre en place et qui permettra aux Européens de la force, de cette force conjointe ou cette force de réassurance, de se connecter à ce backbone. Tout ça, c'est une planification énorme, et on va mettre des mois et des mois et des mois à la mettre en place, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est ce que les Ukrainiens craignent. On va poursuivre ce débat en partant sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux en Ukraine en direct. Emma Barrier avec Vincent Wartner. Bonsoir Emma. On sait qu'il y a des divisions au sein des Européens sur ces troupes en Ukraine, que les opinions publiques sont parfois réticentes. Est-ce que ça inquiète les Ukrainiens que vous avez rencontrés ? Alors de l'inquiétude, oui, dans une certaine mesure, mais peut-être plutôt de la déception, car on le sait, cet été, encore une fois, les Ukrainiens ont eu un peu d'espoir en voyant cette unité européenne affichée à Washington, lorsque les leaders européens, on l'a vu, ont tenu à accompagner Zelensky dans le bureau ovale à Washington. Mais encore une fois, au fil des jours, ils ont également vu cette unité européenne se disloquer dès lors que la coalition des volontaires évoque cette question très concrète de l'envoi de troupes sur le terrain. Mais l'Ukraine en a l'habitude, elle sait qu'elle peut compter sur des pays comme la France ou encore le Royaume-Uni pour envoyer des soldats ici, mais elle sait aussi que d'autres pays comme l'Italie ou l'Allemagne ne veulent pas prendre ces risques, en cause notamment, on le connaît, on le sait, les dernières déclarations russes à ce sujet. Les Ukrainiens se demandent donc si finalement des garanties de sécurité autres vont permettre de mettre tout le monde d'accord au sein de l'Europe. Zelensky parle notamment de production d'armes, de surveillance aérienne ou encore de renseignement. Effectivement, en premier, il le demande, il le martèle, il souhaite une présence de milliers de soldats étrangers ici, car selon lui, c'est la seule
façon de dissuader de toute nouvelle agression russe. Mais en attendant que tous les pays se mettent d'accord, eh bien, l'Ukraine, encore une fois, voit cette Europe hésitante, ces pays qui attendent de savoir ce que vont faire les autres avant d'agir et de s'aligner, avec encore et toujours au-dessus de eux tous, eh bien, la principale garantie qu'ils attendent, celle de l'engagement américain et de savoir quelle forme va prendre ce soutien annoncé par Donald Trump. Merci beaucoup Emma Barrier avec Vincent Wartner en direct de Kiev ce soir. Magali, est-ce que c'est possible d'envoyer des troupes en Ukraine sans le soutien de l'opinion publique? En France, dans le cadre d'un plan de paix, les Français sont derrière le gouvernement pour envoyer des troupes en Ukraine. En Allemagne, ce n'est pas vraiment le cas. Les Allemands, non, sont plutôt contre, même si on regarde les sondages, ils ne veulent pas envoyer de troupes sur place. Vous savez, aujourd'hui, il y a un vote, justement, en Allemagne pour rétablir le service militaire de manière volontaire. Donc on est en train d'essayer de regagner des troupes, déjà dans cette armée allemande qui en manque cruellement. Donc aujourd'hui, les Allemands disent, si on y arrive, c'est pour garder nos troupes, pour défendre notre propre territoire. Et on voit bien ces divisions européennes qui, finalement, éclatent au grand jour. C'est-à-dire que les pays, même la Pologne qui a beaucoup aidé l'Ukraine, elle ne veut pas envoyer de soldats parce qu'elle dit mais on les garde aussi pour défendre notre territoire. Donc résultat, en effet, il y a la France qui depuis le début essaye de donner une impulsion. Les Britanniques, oui, mais en fait, les Britanniques, eux aussi, manquent d'hommes. Et puis, eux, ils veulent cette garantie de sécurité américaine. Ils ne bougeront pas, mais sans des assurances du côté de Donald Trump. La diplomatie française dit ces garanties américaines, elles ne sont pas stabilisées. Alors ça, c'est vraiment du pur langage diplomatique pour expliquer à quel point tout ça reste extrêmement flou. Mais au moins, Trump en parle et ça, déjà, ça les soulage. Adina Revol. Je crois que la meilleure garantie de sécurité, on l'a vu, c'est que l'Ukraine gagne, l'armée ukrainienne gagne cette guerre et que l'Union européenne, pour ce faire, arme massivement l'armée ukrainienne. Et puis dernier point, d'ailleurs ça a été évoqué par le président Zelensky, la présidente de la Commission européenne dernièrement à Bruxelles, c'est l'adhésion de l'Ukraine, avec la Moldavie d'ailleurs, à l'Union européenne comme garantie de sécurité. Je rappelle d'ailleurs que Friedrich Merz, Emmanuel Macron et Donald Tusk sont aujourd'hui à Chisinau. Pourquoi ? Parce que la prochaine cible électorale de Vladimir Poutine, c'est la République de Moldavie, où il y a des élections parlementaires à fort risque, justement pour l'Europe, pour notre sécurité.